Bonjour, dans cet exposé, je vais être amené à développer un certain nombre de questions liées à l'enseignement des mathématiques et plus particulièrement en prenant l'exemple de la géométrie, je présenterai un certain nombre de contenus, de méthodes et de concepts de didactique des mathématiques, illustrés le tout par des exemples. Tout d'abord, quelques références bibliographiques. En fait, je vais en donner dans un premier temps que 3. La première, c'est une série de brochures, de 2 brochures ou d'une brochure selon les éditions éditées par l'IREM d'Aix-Marseille et qui portent sur une classification des problèmes de géométrie, notamment de géométrie plane. La deuxième référence, c'est un ouvrage d'Aline Robert sur la préparation à l'épreuve d'oral du CAPES de mathématiques français et qui, à propos de la géométrie, parle de méthodes, de cadres et d'un ensemble d'exercices, notamment d'exercices relevant de la classification exposée dans la brochure précédente. Et puis, à titre d'information, vous pouvez consulter aussi un article un peu plus difficile de lecture peut-être dans la revue Recherche en didactique des mathématiques d'Isabelle Tonneau de Robert Aline sur une expérience d'enseignement de géométrie en terminale C, qui est en fait un article portant sur la thèse d'Isabelle Tonneau. Alors, je suivrai le plan suivant. Dans un premier temps, je vais donner des repères et des concepts de didactique des mathématiques. Dans un deuxième temps, je vais illustrer ces concepts en prenant 2 exemples de problèmes. Et dans un troisième temps, parce que je pense que c'est une notion importante et que c'est un réel savoir professionnel, je parlerai de la classification de problèmes et d'exercices de géométrie évoqués dans la brochure d'Aix-Marseille. Et dans un quatrième temps, j'essaierai de résumer sur l'exemple d'un type de problème, les problèmes d'alignement, les liens qu'entretiennent cadre et méthode. Donc, première partie de mon intervention, des repères et des concepts de didactique des mathématiques. Dans les années 80, Régine Doidy, qui s'inscrivait, et qui s'inscrit toujours d'ailleurs, dans une conception problématique des mathématiques, c'est-à-dire qui accepte le principe que les mathématiques sont des réponses à des problèmes, notamment mathématiques, Régine Doidy a mis en évidence, en analysant à la fois le travail du mathématicien et en s'inspirant de recherches en histoire des mathématiques, elle a mis en évidence le double caractère d'outil et d'objet d'un concept mathématique. On dira qu'un concept est un outil quand il fonctionne, éventuellement de manière implicite, pour résoudre un problème. On dira que ce concept est un objet quand on le considère et quand on l'étudie comme un élément d'un corpus théorique scientifiquement et socialement reconnu, quand on s'intéresse à sa définition, à ses propriétés et aux relations qui lient cet objet à d'autres objets du même cadre ou de cadres mathématiques différents. Régine Doidy souligne que l'aspect outil apparaît le plus souvent avant l'aspect objet quand on analyse l'histoire de l'émergence d'un concept mathématique. L'intérêt de ces travaux, c'est qu'elle applique cette position épistémologique à l'enseignement et à la construction de scénarios d'enseignement, basés sur une dialectique entre outils et objets. Dans un premier temps, elle propose des outils, de faire fonctionner le concept visé par l'enseignement comme outil, en demandant aux élèves de résoudre un problème où il est particulièrement intéressant de connaître où la solution du problème implique la mobilisation de ce concept. Ensuite, après avoir explicité le concept, elle l'analyse en tant qu'objet, comme elle s'intéresse à ses définitions, ses propriétés, etc. Et quand ces connaissances sont stabilisées,
ou en voie de stabilisation, l'élève pourra utiliser ce nouveau concept pour créer d'autres concepts qui fonctionneront eux aussi dans un premier temps comme outil puis comme objet. Alors, la dialectique outil-objet est étroitement liée à ce qu'on appelle un cadre mathématique, ce que Régine Doidy appelle un cadre mathématique, où dans un premier temps, on va donner une définition relativement simple, on ne va pas rentrer dans le détail de ce concept, de ce qu'est un cadre mathématique. On va dire qu'un cadre est une branche ou un domaine des mathématiques relativement autonome par rapport aux autres domaines, dans lequel on va pouvoir, soit quand on est élève, soit quand on est mathématicien, soit quand on est enseignant, traiter et aborder certains problèmes avec les notions et les méthodes qui sont propres à ce cadre. Effectuer un changement de cadre ou jouer sur les cadres, c'est transporter un problème d'un cadre à un autre, et pour lequel, en général, le sujet dispose d'outils et de méthodes de résolution. Cela revient souvent d'ailleurs à transformer l'énoncé du problème et à adopter un nouveau point de vue. Robert Alline associe à cette idée de cadre et de dialectique outil-objet l'idée de méthode. Pour elle, une méthode est un procédé de résolution applicable à un ensemble de problèmes. Une méthode est plus générale qu'un algorithme. Elle ne se réduit pas à un algorithme, ni d'ailleurs une recette. Elle permet de commencer la résolution d'un exercice qui semble relever de cette méthode, mais elle souligne qu'une méthode ne peut être une recette parce qu'il y a une nécessité, malgré le caractère générique de la méthode, d'adapter celle-ci aux conditions particulières du problème que l'on est en train de résoudre. Pour elle, donc, Anne Robert, cadre, jeu de cadre et méthode sont étroitement liés. Méthode, cadre, jeu de cadre et changement de point de vue sont aussi pour elle des objets d'enseignement qu'il est nécessaire d'aborder dans le cadre de la scolarité, que l'on doit enseigner aux élèves afin qu'ils puissent être plus à l'aise pour résoudre des problèmes et apprendre des mathématiques. Nous reviendrons sur des exemples sur ces questions. Alors, si on prend l'exemple plus particulier de la géométrie, on peut dire qu'il existe globalement 3 grands cadres dans lesquels l'élève des classes scientifiques de lycée va pouvoir travailler pour résoudre des problèmes de géométrie. Il y a le cadre numérique, le cadre vectoriel et le cadre ponctuel ou affine. Le cadre numérique implique souvent des méthodes analytiques ou des méthodes numériques. Si on se place dans l'espace ou le plan muni d'un repère affine ou euclidien, on peut souvent remplacer le problème géométrique par un problème algébrique. On peut ainsi se ramener par exemple à travailler dans des ensembles de nombres, réels ou complexes, ou en prenant en compte des caractérisations liées aux mesures, si on est en géométrie euclidienne. Pour le cadre vectoriel, on travaille sur des vecteurs et des relations vectorielles. Notons d'ailleurs que ce cadre s'appellera dans les classes ultérieures souvent cadre algébrique. Cadre et méthode ponctuelle maintenant. Là, on travaille sur des points, des droites, des plans, des configurations, des transformations. Aline Robert détermine 2 types de méthodes associées à ce cadre ponctuel, des méthodes ponctuelles statiques où on fait appel à des configurations et des méthodes ponctuelles dynamiques où on fait appel à des transformations. Alors, il y a évidemment des outils qui sont d'ailleurs des concepts mathématiques qui permettent de passer d'un cadre à un autre. Par exemple, je vais pouvoir citer le produit scalaire qui va pouvoir faire correspondre un cadre vectoriel et un cadre numérique, ou bien encore le barycentre qui souvent associe un point à une relation vectorielle, donc qui permet le passage du cadre ponctuel, cadre affine, au cadre vectoriel. Alors,
Je terminerai cette première partie de mon exposé en revenant sur une notion que vous avez sans doute dû voir déjà dans les cours et dans les ateliers, celle d'analyse a priori. Ça me semble être un outil indispensable pour le professeur. En fait, faire l'analyse a priori des situations, des problèmes ou des exercices que le professeur va poser à ses élèves en amont de la classe, c'est lui permettre de savoir, d'anticiper sur ce qui va se passer dans la classe. Quelles pourront être les productions des élèves, les méthodes utilisées, les cadres mobilisés, les erreurs éventuelles. Ça va donc permettre au professeur d'adapter son intervention, soit au collectif classe, soit à un élève particulier, d'apporter des aides éventuelles ou d'envisager les méthodes qui peuvent être mobilisées soit par lui, soit par les élèves. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a 3 temps pour travailler l'analyse a priori. Il y a un premier moment où le professeur va fonctionner comme un expert, il va résoudre le problème à son niveau de connaissance, il va envisager les différentes solutions possibles, déterminer les savoirs en jeu, les cadres et méthodes associées. On est du côté de l'expert. Il y a un moment où le professeur va effectuer un travail didactique, il va envisager ce qu'un élève donné, dans un état de connaissance donné, peut me produire et ainsi mesurer finalement l'écart qui existe entre ce que l'élève est capable de faire et ce que lui il a prévu comme objet d'enseignement. Et puis dans un troisième temps, bien sur la base de ces 2 étapes, il va fixer le scénario, fixer les variables, les cadres, les énoncés, les aides, le déroulement envisageable. Je rappelle ce qu'on appelle variable, c'est tout ce qui peut changer dans un problème sans changer le problème lui-même. Une variable est dite didactique quand un changement de valeur est susceptible de changer les productions des élèves. Je vais maintenant traiter de 2 exemples pour illustrer les concepts que je viens d'introduire. Le premier exemple porte sur un exercice qui propose aux élèves de travailler un changement de cadre entre un cadre numérique avec une méthode analytique et un cadre géométrique. L'exercice est le suivant. Sa particularité, c'est d'induire dans son énoncé le changement de cadre, c'est-à-dire que c'est finalement l'énoncé qui prend en charge cette étape de la résolution. On considère A1, A2, A3, A4 nombres réels donnés et on demande de résoudre le système x1 plus x2 est égal à 2A1, x2 plus x3 égale 2A2, x3 plus x4 égale 2A3, x4 plus x1 égale 2A4. Dans une deuxième question, on demande de résoudre avec 2 systèmes simultanément, des systèmes très proches du premier, et où AI et BI sont compris entre 1 et 4. Ensuite, on demande d'interpréter géométriquement le résultat en introduisant les points AI de coordonnées AI, BI et les points MI de coordonnées XI, YI. C'est-à-dire que c'est là que se réside le changement de cadre. Ensuite, on demande de démontrer géométriquement le résultat obtenu analytiquement, c'est-à-dire qu'on poursuit le changement de cadre, et pour cela, on indique d'ailleurs qu'il y a 2 méthodes possibles. Alors, première question, soit A1, A2, A3, A4, 4 nombres donnés, résoudre le système. Ça, c'est facile. On sait que si on fait 1 moins équation 1 moins équation 2 plus équation 3 moins équation 4, le système équivaut alors à 2A1 moins 2A2 plus 2A3 moins 2A4 égale 0. Et on sait alors qu'il y a 2 cas envisagés, soit 2A1 moins 2A2 plus 2A3 moins 2A4 est différent de 0 et le système est impossible, soit 2A1 moins 2A2 plus 2A3 moins 2A4 est égal à 0, et dans ce cas-là, il y a une infinité de solutions, et il suffit de fixer l'un des nombres x1
pour définir les autres solutions x2, x3 et x4 de façon unique en se ramenant aux équations du système. Alors, la question 2, eh bien, c'est finalement une généralisation de la question 1, de deux choses l'une, là encore, soit 2A1 moins 2A2 plus 2A3 moins 2A4 est différent de 0, ou 2B1 moins 2B2 plus 2B3 moins 2B4 est différent de 0, alors le système est impossible. Sinon, si les deux égalités sont vérifiées, alors le système admet une infinité de solutions définies paramétriquement en fixant l'un des couples xi, yi. L'interprétation géométrique maintenant. L'énoncé suggère de considérer les coordonnées des 4 points A1, A2, A3, A4, AI, BI, pour I variant entre 1 et 4. Alors, si on revient à nos équations et si on regarde la forme de ces équations, on a A1 égale x1 plus x2, A2 égale x2 plus x3 sur 2, A1 égale x1 plus x2 sur 2, A3 égale x3 plus x1, x3 plus x4 sur 2, etc. Cela fait penser aux coordonnées des milieux de segments ayant comme abscisse ici x1, x2, x2, x3, x3, x4, etc. Donc, si on considère les points AI, I variant de 1 à 4, l'interprétation géométrique revient à dire que de deux choses l'une, soit il existe un quadrilatère M1, M2, M3, M4 de coordonnées xi, yi, dont les points donnés, A1, A2, A3, A4, sont les de coordonnées AI, BI, sont les milieux des côtés MI plus 1, MI, avec M5 égale M1 quand même. Soit il n'existe pas de quadrilatère de ce type-là. Alors, si le quadrilatère existe, dans ce cas-là, la donnée d'un sommet est détermine alors plutôt les autres sommets. En effet, si on considère un point MI, et si on a M5 égale M1, alors les solutions du système sont les coordonnées des extrémités des segments MI plus 1 MI, dont on connaît les milieux AI, I inférieur ou égal à 4. Et maintenant, si on revient à la condition initiale, 2A1 moins 2A2 plus 2A3 moins 2A4 égale 0, et 2B1 moins 2B2 plus 2B3 moins 2B4 égale 0, cela s'interprète comme le fait que les vecteurs ayant ces composantes, les vecteurs A1, A2 et A3, A4, A3 sont collinéaires. Donc, on voit que si A1, A2, A3, A4 est un parallélogramme, il y a une infinité de quadrilatères dont on détermine les sommets en fixant un sommet particulier et en prenant en compte le fait que les points AI sont les milieux des segments correspondants. Question 3. Là, on a une démonstration, il manque un N à démonstration. On doit avoir une démonstration géométrique du résultat, je vais démontrer analytiquement. Il nous faut transformer l'énoncé. Celui-ci devient, étant donné 4 points A1, A2, A3, A4, existe-t-il 4 points M1, M2, M3, M4, tels que les points AI, y compris entre 1 et 4, soit les milieux respectifs des segments MI, MI plus 1. Alors, pour démontrer cela, on va faire appel à des connaissances installées normalement depuis le collège. On sait que si on considère un quadrilatère quelconque, le quadrilatère qui joint les milieux, quadrilatère convexe, le quadrilatère qui joint les milieux des segments qui constituent les côtés de ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc, de deux choses l'une, soit A1, A2, A3, A4 est un parallélogramme, n'est pas un parallélogramme, pardon. Et dans ce cas-là, le problème est impossible. Soit A1, A2, A3, A4 est un parallélogramme. Et dans ce cas-là, si on prend un point M1 quelconque, on va construire les autres sommets M3, M2, M3, M4 en considérant que MI plus 1 est le symétrique de MI, pour I inférieur ou égal à 4,
dans la symétrie de centre AI. On a ainsi réalisé le fait que on prend en considération que AI est le milieu du segment MI plus 1 MI. Et on définit de façon unique donc alors ces trois autres sommets. Mais il reste à vérifier évidemment que le symétrique de M4 c'est M1. Cette condition d'ailleurs est souvent oubliée par les élèves. Alors pour ce faire on a deux solutions. Soit on considère la configuration associée au problème qui s'affiche à l'écran ici. Et dans le triangle M1, M2, M3 on a A1, A2 qui est égal à 1 demi de M1, M3. C'est un résultat connu. Et puis dans le triangle M1, M3, M4, on a 1 demi de M1, M3 est égal à A4, A3. Donc, la dernière égalité 1 demi de M1, M3 égale à 4, A3, ça traduit le fait que le A4 est le milieu du segment M1, M4. Si on peut démontrer ça aussi de façon dynamique en considérant les symétries de centre AI qui transforment MI en MI plus 1. On doit alors démontrer que S4 de M4 c'est égal à M1, c'est-à-dire que c'est égal à S4 rond S3, rond S2, rond S1 de M1. Et ça, cette égalité est vérifiée, c'est seulement si S4 rond S3, rond S2, rond S1 est l'identité. Comme S4 rond S3 c'est la translation de vecteur 2A1, A2 et que S2 rond S1 c'est la translation de vecteur 2A3, A4 et que A1, A2 est opposé à A3, A4, la translation composée de ces deux translations c'est la translation de vecteur 2A1, A2 plus A3, A4 entre parenthèses, c'est-à-dire que c'est la translation de vecteur dur, que c'est l'identité, d'où le résultat. Démontrons maintenant un deuxième exemple qui va montrer l'intérêt des jeux de cadre et des changements de point de vue. Alors, l'énoncé du problème est le suivant. Soit H l'orthocentre d'un triangle, O le centre du cercle circonscrit au même triangle, montrer que le vecteur OH est égal à la somme des vecteurs OA, OB et OC. On peut considérer la figure associée à l'écran ci-dessous. Alors, ici, ce problème va demander un changement de cadre et d'ailleurs un changement de point de vue. Et ce changement de cadre et ce changement de point de vue ne sont pas indiqués dans l'énoncé. On considère que là, l'élève doit être capable de mobiliser ses connaissances un peu particulières. Si l'élève considère l'orthocentre comme étant le point d'intersection des hauteurs, c'est-à-dire considère que c'est le point, alors il risque d'avoir beaucoup de difficultés pour démontrer cette égalité, puisque l'égalité est vectorielle. Il faut qu'il passe d'un cadre ponctuel à un cadre vectoriel, et qu'il se décentre en fait en considérant non pas que l'orthocentre c'est le point d'intersection des hauteurs, mais qu'un point qui vérifie cette égalité pourrait être l'orthocentre, peut être l'orthocentre ou doit être l'orthocentre. Donc, on s'intéresse à la relation OM vecteur. OM est égal à la somme des vecteurs OA plus OB plus OC. Alors, si un tel point existe, on va montrer que les droites AM et BM sont respectivement les hauteurs, et ceci du triangle, et ceci par un procédé vectoriel. Ok, c'est assez simple d'ailleurs. On considère OM, c'est égal à OA plus AM en vecteur, et si OM c'est égal à OA plus OB plus OC, on a vecteur AM égal à OB plus OC, et en désignant par I le milieu de BC, on a vecteur AM est égal à 2 fois le vecteur OI. Comme la droite AM est parallèle à la droite OI, puisque ces vecteurs sont collinaires, alors la droite AM est donc une parallèle à la médiatrice de BC, donc qui est perpendiculaire à la droite BC. Et comme elle passe par A au sommet du triangle, c'est la hauteur. On montre de la même façon que BM est une hauteur, et que du coup, le point M d'intersection de AM et BM, et vérifiant la propriété cherchée,
est confondu avec l'orthocentre H du triangle. Nous avons bien répondu à la question qui était demandée. Ce qui est intéressant de retenir dans cet énoncé, c'est à la fois que le sujet pour le résoudre doit faire un changement de cadre, mais aussi qu'il doit changer de point de vue. Et finalement, transformer l'énoncé. Celui-ci était initialement montré que l'orthocentre H du triangle vérifie la propriété vecteur OH égale vecteur OA plus vecteur OB plus vecteur OC. Il est devenu démontré qu'un point M vérifiant la propriété vecteur OM est égal à vecteur OA plus vecteur OB plus vecteur OC est l'orthocentre du triangle. Il y a bien un changement de point de vue et ce changement de point de vue ne va pas de soi pour les élèves en général. Maintenant, je vais aborder la troisième partie de cet exposé en proposant une classification inspirée d'ailleurs de la brochure de l'IREM d'Aix-Marseille des problèmes de géométrie, notamment de géométrie plane. Ses collègues proposent une classification en 5 grands types de problèmes: problèmes d'incidence, problèmes de lieu géométrique, problèmes de construction, problèmes liés aux transformations et problèmes de recherche de mesures optimales liés à des configurations. Je vais développer chacun de ces types de problèmes rapidement, mais il me semble que c'est un savoir professionnel important d'avoir une vue d'ensemble, une organisation des problèmes à proposer au traitement des élèves. Alors, les problèmes d'incidence déjà. En fait, c'est les plus fréquents dans la scolarité. Ils ont été rencontrés depuis leur plus jeune âge. Les élèves les ont rencontrés depuis leur plus jeune âge parce qu'il s'agit d'études de figure ou de configuration. On peut considérer les sous-catégories suivantes: alignement, coplanarité, parallélisme, problème de concours, problème d'orthogonalité, problème de cocyclicité ou problème de détermination de mesure de distance, angle, aire et volume liés à des figures. Les problèmes de lieu géométrique, ils sont un peu plus délicats que les précédents, déjà parce qu'ils n'ont pas forcément été rencontrés, ils ont été rencontrés plus tard, mais surtout parce qu'il s'agit de trouver un ensemble de points définis par certaines conditions et qu'il faut toujours se poser la question de la réciproque et qu'il n'est surtout pas toujours possible de s'inspirer d'un tracé quand l'énoncé ne permet pas de déterminer des tracés directs de l'ensemble recherché. Les problèmes de construction, ils sont souvent plus délicats encore. En effet, il s'agit de trouver s'il existe des figures vérifiant des conditions données, et si oui, combien et à quelles conditions. Et évidemment, les questions d'existence et d'unicité sont importantes, et là c'est une sorte de difficulté parce qu'elles ont été peu traitées dans les classes précédentes, voire pas du tout. Les problèmes liés aux transformations, quatrième catégorie, comme son nom l'indique, en fait, il s'agit de problèmes portant sur des études de transformation. Il peut s'agir d'établir des propriétés, par exemple liées à la conservation, ou bien d'étudier des effets sur des configurations ou des mesures d'une transformation donnée, ou bien de rechercher des transformations définies de manière diverse, avec un S à manière, ou bien encore de composer ou de décomposer des transformations. Dernière catégorie un petit peu originale, là je vous renvoie à la brochure pour une étude plus particulière, il s'agit des problèmes de recherche de mesures optimales liés à des configurations. Là, c'est un problème un peu particulier parce que la plupart du temps, les recherches d'extréma demandent des techniques plutôt d'analyse ou d'algèbre. Mais il existe aussi des procédés géométriques pour démontrer et rechercher ce type de conditions et qui reposent par exemple sur l'inégalité triangulaire ou la conservation des mesures par isométrie. Alors, maintenant, pour finir, quatrième partie de l'intervention, type de problème et type de méthode. Je vais essayer de montrer les liens qui existent entre type de problème et type de méthode, et puis cela en illustrant
se résumer par l'exemple des problèmes d'incidence, et plus particulièrement d'ailleurs des problèmes qui relèvent de l'alignement. Alors, donc, alignement de 3 points. Comment démontrer que 3 points sont alignés? Il existe beaucoup de méthodes qui dépendent du problème particulier qu'on est en train de traiter, mais qui ont aussi un caractère générique. C'est justement à ce caractère générique que je vais m'intéresser. Ce problème relève de la géométrie affine ponctuelle, mais peut relever aussi de la géométrie euclidienne. Disons que dans une première approche, et en utilisant ce qu'on a fait précédemment, on peut classer ces méthodes selon les cadres usuels de la géométrie où elles pourront être utilisées. On va ainsi définir des méthodes associées à un cadre numérique, des méthodes analytiques ou utilisant des nombres, par exemple complexes, ou des mesures dans le cadre numérique, des méthodes vectorielles, des méthodes ponctuelles. Et comme je l'ai déjà un peu initialisé, je reprends cette idée d'Aline Robert qui consiste à penser qu'il existe 2 grands types de méthodes ponctuelles, les méthodes ponctuelles statiques liées à la reconnaissance d'une configuration ou d'un lieu géométrique, et les méthodes ponctuelles dynamiques liées à des transformations. Alors, les méthodes numériques. En fait, on va travailler dans un plan euclidien, dans un plan muni d'un repère affine ou d'un repère euclidien, et ça peut nous permettre de passer donc d'un cadre géométrique à un cadre numérique et de transformer un problème géométrique en un problème analytique ou algébrique. On peut être ainsi amené à vérifier que les points, que les coordonnées des points vérifient une équation de droite ou 2 équations indépendantes dans l'espace, quand il s'agit d'une droite en dimension 3, ou bien, après avoir fixé un repère, à se ramener au plan des complexes et les points ABC ayant alors comme affixe, par exemple, petit a, petit b, petit c, montrer que les points sont alignés peut revenir à montrer que le rapport a-b sur a-c est réel, ou bien que ce nombre complexe a une partie imaginaire nulle, ou bien que ce nombre complexe est égal à son conjugué. On peut aussi recourir à des caractérisations numériques liées aux mesures. Par exemple, si les points étant alignés, alors on a vecteur ABAC nul à pi près, et si le vecteur ABAC est nul à pi près, les points sont alignés. Ou bien si les points A et B et C vérifient une des égalités de l'inégalité triangulaire, par exemple AB égale AC plus CB, eh bien les points sont alignés. Les méthodes vectorielles. Bon, si on montrait que 3 points sont alignés, on revient à montrer que les vecteurs AB et AC sont collinéaires. On peut le faire en travaillant sur les coordonnées, d'ailleurs on se ramène à une méthode numérique. Soit on peut le faire aussi en calculant le déterminant, méthode numérique là encore, ou bien on peut s'intéresser à des propriétés vectorielles. Là, ça va dépendre du contexte du problème. Par exemple, on peut essayer de repérer une configuration de type parallélogramme pour montrer la collinéarité des vecteurs. Ou bien encore, on peut montrer que l'un des points vérifie vectoriellement qu'il est le barycentre des 2 autres. Les méthodes ponctuelles statiques maintenant. En général, elles sont pertinentes en géométrie plane et on peut être amené à reconnaître une droite particulière. Là, je vous ai montré, là, j'ai mis à l'écran 3 configurations, par exemple la droite de Simpson, ou bien encore le fait que quand on prend 2 cercles égaux C et C' qui se coupent en 2 points A et B, eh bien, dans ce cas-là, si on considère que le cercle C est envoyé sur le cercle C' par la rotation de centre A, et si on considère un point M de C, alors il est transformé en un point M' de C', tel que M, B et M' sont alignés. On a une configuration du même type, d'ailleurs, si on considère des similitudes plutôt que des rotations.
Un autre type de méthode ponctuelle statique, c'est d'essayer de repérer si les points appartiennent à un même lieu géométrique ou à une même ligne de niveau. Ici, j'ai rappelé un certain nombre de propriétés où la ligne de Duevo est une droite. On peut aussi montrer que les points ont même puissance par rapport à deux cercles donnés, et donc appartiennent à l'axe radical de ces deux cercles, ou bien que les trois points sont les projetés des foyers d'une parabole sur trois tangentes à cette parabole, et donc sont alignés sur la tangente au sommet de cette parabole. Ça, c'est une propriété des paraboles. Ou bien encore, si on est dans l'espace, que les points appartiennent à une droite d'intersection de deux plans distincts. Les méthodes ponctuelles dynamiques, il va s'agir de faire intervenir des transformations. Par exemple, on peut essayer de trouver une transformation affine qui transforme ces trois points en trois points alignés, ou bien qui transforme trois points alignés en ces trois points. On peut aussi montrer que les trois points sont fixes dans une transformation qui laisse fixe seulement une droite, ou bien que les trois points se jouent le rôle de centre de symétrie et de point homologue de celle-ci, ou bien que ce sont les centres de trois homothéties. J'ai dit symétrie, c'est les centres d'homothétie. Ou bien sont les centres de trois homothéties dont l'une d'elles est la composée des deux autres. Je vous remercie pour votre attention.